Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de TT Profil, votre petite série de scouting. Alors vous avez bien remarqué que c'est pas El Famoso Ryan qui vous présente l'épisode, parce que oui, parce qu'aujourd'hui on va commencer à partir sur la défense, à scouter la défense. Et c'est plutôt mon ami Ryan qui s'y est collé. Donc on va commencer aujourd'hui cette petite série sur la défense par les defensive tackles. Et on va commencer, donc on a un tiers 1 bien sûr, parce qu'il y a quand même de bons joueurs sur cette classe de draft. Et on va commencer, et je t'ai pas présenté. Salut Ariane. Salut Val, salut tout le monde, y a pas de problème. C'est le temps Ouais, que Val retrouve un peu ses marques, y a aucun c'est souci. ça. Voilà. Alors bon, on va commencer par peut-être et très sûrement, et à mon avis, et sûrement le tien, le meilleur defensive tackle de cette classe. J'ai nommé Marvin Lille de Texas A&M, 22 ans, 6'4", pardon, 290 livres par mois de Marvin. Bah, déjà pour commencer, ouais, de Marvin Lille, je sais pas si vraiment je pourrais le classer comme étant le meilleur defensive tackle de cette QV, mais en tout cas, c'est à mon sens le plus complet. Et il fait vraiment partie de ceux qui sont déjà NFL ready day one en fait. Donc de Marvin Lille, on est sur quand même une saison vachement productive, puisqu'il est à 58 plaquages au total. Il est à 8,5 sacks, ce qui en fait un des meilleurs sackers du pays sur sa position. À ça, il ajoute un petit forcé de fumble et une passe défendue. Alors quand je dis que de Marvin Lille, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est le plus prêt et le plus NFL ready à mon avis, c'est déjà parce que le mec, il est hyper versatile. C'est-à-dire que sur ses tapes, rien que sur cette année, on a pu le voir jouer, notamment en D-end sur un front 30, on a pu le voir jouer même parfois en edge, sur certains packages. Il a aussi été tech 3, donc quand Texas A&M présentait un front 4. Donc en fait, on tient là déjà un mec que tu peux aligner, peu importe ton schéma défensif, et en fait qui va pouvoir produire sur absolument tous les niveaux. À côté de ça, de Marvin Lille, on est sur un profil qui est déjà vachement explosif. Comme vous vous en doutez, tu n'alignes pas un defensive tackle en edge si le mec n'est pas un minimum explosif. Il a un bon premier pas, même si c'est pas, à mon sens, le plus puissant de cette QV. Il est très à l'aise, que ce soit contre la passe ou contre la course. Donc comme je vous le dis, il est vachement versatile là-dessus. Tu sais qu'il pourra produire dans les 2 cas. Il a une palette de moves qui est hyper destructrice, sur pass rush. C'est peut-être un des plus complets techniquement. Hem, il a un spin notamment qui est assez dévastateur, en counter move. Alors je m'explique pour ceux qui savent pas spécialement le counter move, c'est, très souvent vous voyez des joueurs, sur la D-line, commencer un move, donc un bull rush ou un truc et à mi-parcours en fait, ils changent en passant une technique ou en passant un spin pour justement réussir à passer leur bloqueur. C'est ce qu'on appelle le counter move. Le spin de Marvin Lille sur son counter move, c'est peut-être, son arme numéro 1. Il le déclenche très rapidement et il se sort des blocs assez facilement comme ça. Donc franchement, ouais, de Marvin Lille, on est sur peut-être le defensive tackle le plus complet de toute cette QV. À côté de ça, on a une bonne poursuite. On n'est pas sur un niveau élite, mais on le voit ne pas abandonner sur les jeux. Donc grâce à ça, il a pu, comment dire, aller chercher quelques plaquages, même une fois que le jeu se développe. Parfois, il fait justement cet extra effort que moi j'aime beaucoup chez les defensive tackles, qui est de pas s'arrêter en fait quand le running back est à genre plus de 10 yards de lui, il continue à courir. Et souvent, on a pu le voir aller chercher justement un petit plaquage grâce à ça. C'est aussi peut-être le defensive tackle qui a le meilleur cardio de toute cette QV. Entendez par là qu'il quitte rarement le terrain et quand il le quitte, c'est rarement pour le reste du drive. Comme je le disais, juste par rapport à sa versatilité, en fait, le mec, tu peux l'avoir sur le terrain assez souvent parce que, même quand tu changes de package ou de front, lui juste il se décale, il change de technique, il change de gap, il change d'assignation, mais il quitte très, très rarement le terrain, ce qui est pas forcément le cas de tous les defensive tackles, de la QV. Sinon, dans ses points faibles, j'ai noté que c'était pas spécialement le meilleur athlète. On va voir des athlètes bien plus impressionnants que lui.
Un truc qui m'a déplu, c'est une petite impression d'impuissance, c'est-à-dire que quand il reste coincé dans un bloc, une fois que le bloc est bien engagé, bah, on a tendance à le voir un petit peu se faire soulever. C'est pas arrivé souvent, mais en fait, quand ça arrive, on le voit vraiment être incapable de réagir. De Marvin Hill, c'est pas non plus le meilleur defensive tackle contre les double teams. Une fois qu'il se fait choper à l'intérieur d'un double team, clairement, ce sera plus en danger. Il se fait complètement éteindre du jeu. Comme je vous le disais aussi au début de la description, c'est pas le mec le plus puissant. Il a pas spécialement un punch incroyable. Mais on est quand même sur un defensive tackle vachement complet. Dernier petit red flag que j'ai, c'est attention à pas trop se relever après le premier pas. Il a tendance à relever en fait vachement ses épaules après le first step. Il fait un first step qui est vachement bon, où il arrive à garder un centre de gravité très bas, mais il se relève trop vite. Et du coup, on le voit se faire surprendre. Et on peut voir sur ses tapes de Marvin Hill se faire pancake quand même 2-3 fois. Donc à travailler, c'est peut-être un des points à travailler le plus pour lui à l'approche de cette draft. Alors, juste petite précision, quand on dit versatilité, c'est une mauvaise traduction du mot anglais versatility, mais en fait, on veut parler de polyvalence. Donc moi, je fais la bêtise assez souvent. On m'a fait la remarque à juste titre. Donc voilà, des fois, on a tendance à dire versatilité, pardon, mais en fait, c'est polyvalence. On va essayer de se le mettre dans la tête pour pas faire l'erreur. Ouais, Moi, clairement, clairement. après, j'ai une petite question pour toi par rapport à Marvin. Par rapport au point faible que tu m'as cité, je me dis, ah, c'est peut-être pour ça que Marvin n'a pas autant produit en college football. Parce que au final, Marvin Hill a produit quoi? Une saison, la saison 2021. Parce que les autres saisons, bon, la saison 2020, il y a eu le Covid, mais en SEC, ça a quand même joué bien 9 matchs minimum, je crois. Je crois qu'on en a joué 12 Ouais, voilà. selon les équipes qui ont joué le plus de matchs, on était à 12 matchs en sec. Voilà. Donc il y avait quand même pas mal. En 2020, il a fait que 2,5 sacs. En 2019, il a que 2 sacs. Par contre, en 2021, là, on voit qu'il y a 8,5 sacs et que là, ça explose. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un gros axe de progression? Est-ce que tu penses que son plafond est atteint ou pas? Est-ce que ces points faibles vont être vraiment rédhibitoires ou pas en NFL? Le problème, c'est que je trouve que justement sur les points faibles qu'il a, il n'y a pas justement énormément d'axes de progression, à part peut-être sur celui où il se relève trop. Donc il va vraiment falloir travailler là-dessus. Je pense effectivement qu'il approche peut-être de son niveau final, tu vois. Je le vois pas progresser énormément. C'est pas un late boom comme on peut en entendre parfois parler. Mais comme je te dis, en fait, tu es déjà sur un joueur NFL ready demain, tu vois. Donc pour le coup, ouais, je le vois pas se développer énormément. Je le vois peut-être pas atteindre d'ici 3-4 ans un niveau de pro bowler. Mais par contre, je le vois rester ouais, peut-être 8, 9, 10 ans en NFL en produisant, en faisant des stats, parce que comme je te dis, il est quand même hyper complet. Et pour ce qui est de l'explosion de ses stats sur sa dernière année, je pense surtout que au niveau de son utilisation en défense cette année, on était pas loin d'une masterpiece dans le sens où vraiment le corps dev de Texas A&M s'est vraiment amusé à le faire changer d'assignation et de place sur son front seven assez régulièrement. Je te dis, il a vraiment pu se faire plaisir et parfois même aligné en edge, comme je vous le dis, sur un système, sur un front 40. Bah, tu le vois produire en fait. On joue sur ce mismatch. C'est pour ça que je dis que c'est pas le meilleur athlète. C'est pas un athlète déconnant non plus. Hein. Je vous dis pas qu'il est complètement éclaté athlétiquement. Non, au contraire, il est quand même vachement impressionnant, mais c'est pas le meilleur et on en reparlera justement dans cet épisode. Il y a vraiment des monstres athlétiques sur cette QV en fait. Ok, très bien. Bon, bah, on va passer au deuxième prospect, qui n'est d'autre que Devonte Wyatt de Georgia. Alors, lui, c'est un 6'3", 315 livres, 39 plaquages, 2,5 sacs, 2 fumbles forcés et une passe défendue pour Devonte cette saison, avec l'énorme défense de Georgia que vous devez connaître. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ryan, de Devonte? Bah, pour être très honnête, pour moi, je pense que c'est peut-être le defensive tackle le plus fort de cette QV day one. C'est-à-dire que déjà day one, il va être
je pense que ça va être un moteur tout de suite dans l'équipe qui va rejoindre. Il y a certaines personnes pour qui sa taille est petite, je veux dire. Mais après, tout est relatif à un 6-3, ça reste quand même un sacré bébé. Mais par rapport aux autres, il peut être considéré comme un petit peu plus petit, un petit peu plus undersize, mais je le vois produire directement. Dans ses points forts, on a un joueur qui est ultra explosif. C'est peut-être un des joueurs les plus explosifs de la QV de defensive tackle. Il a un moteur qui est absolument exceptionnel, il se relâche jamais, il va toujours au front. Il a de très bonnes mains, très techniques, très rapides et couplé à un punch qui est hyper puissant. Ses mains sont rarement mal placées, il est discipliné, il fait peu d'erreurs, il fait peu de fautes. Overall, comme je vous le disais, on est sur une très bonne technique, que ce soit ses mains, son angle de puissance. Alors l'angle de puissance, c'est comment vous dire, c'est sur le premier pas au niveau de son centre de gravité qui est très bas et qui permet en fait de garder un effet de levier sur son O-line. C'est-à-dire qu'il prend les O-line vachement bas et ensuite il se relève très bien. Donc sur ça, il a un angle de puissance qui est très très bon. Son passage de technique est bon. Ses counter moves sont dévastateurs parce qu'il est ultra explosif. À côté de ça, c'est un playmaker. Il va faire des jeux, que ce soit contre la passe ou contre la course, mais des jeux clutch, c'est-à-dire qu'on le ressent peut-être pas forcément dans sa production NCA. Après, faut pas oublier que le mec, il est dans une défense de Georgia qui est all-time, donc c'est Nako Bidin qui ramassait absolument tout. C'est peut-être aussi un des meilleurs defensive tackles sur situation de 1 contre 1, ce qui va l'amener à souvent être mis face à des double teams. Et là, on passe sur ce qui est peut-être son point faible, c'est qu'il a vraiment beaucoup de mal une fois qu'il se fait attraper dans le double team. Par contre, il est très 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 fort par contre pour s'en séparer s'il trouve la fenêtre directement. Ce que j'entends par là, c'est vraiment au moment où les deux O-line viennent sur lui et vont venir coller leurs hanches pour ensuite contacter le D-line. Si lui, il a sa fenêtre et qu'il attaque avec le bon angle, il va s'en sortir, mais comme si le double team n'existait pas. Il a aussi des progrès à faire en pass rush, parce que malgré le fait qu'il soit hyper explosif et qu'il ait une très bonne technique de main et qu'il ait de la rigueur, en fait, on le voit pas produire tant que ça. Il est à 2,5 sacs sur une D-line qui est quand même hyper impressionnante à Georgia. Donc je pense que il va falloir peaufiner. Il va falloir vraiment trouver le moyen de prendre tout son panel en fait technique, tout le package qu'il a et le polir un petit peu pour vraiment en faire un pass rusher beaucoup plus dangereux, parce que pour l'instant, malheureusement, il est plus capable de mettre de la pression que de ramasser des sacs. Mais il a absolument toutes les armes pour être un pass rusher brillant dans la ligue. Il suffit que vous le mettiez à côté d'un defensive tackle qui est déjà bien dominant et ça risque d'être un enfer à défendre pour les O-line. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Moi, je vois pas Devontae Wyatt comme un defensive tackle elite, tu vois, comme un top 5 en NFL, mais je le vois bien, c'est comme tu sais, un bon top 10, tu vois, un 9-10, un mec qui est très solide, que tu as bien payé, qui va faire toujours son taf, mais qui aura jamais ce petit truc en plus pour être élite. Maintenant, je pense que ce qui nous présente là pour se présenter à la draft, ça suffit largement pour être un fin de premier tour ou début, milieu de deuxième tour. Donc moi j'aime plutôt bien, je suis plutôt d'accord de ce que tu nous as dit sur Devontae Wyatt. Après j'ai un peu comme des Marvin Hill, un petit peu de mal sur sa production, sur son peu de production, surtout en sachant qu'à à Georgia il y avait du monde absolument partout, donc il aurait peut-être pu glisser un peu plus de stats. Mais je pense que tu as plutôt bien résumé le mec et voilà. Pour le coup, moi, comme je te dis, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'avec un petit peu de travail, d'ici 2-3 ans, dans les bonnes conditions, dans la bonne équipe, Wyatt, ça peut vraiment être un des defensive tackles les plus impactants qu'on ait en NFL, parce que vraiment, il a un package. En fait, il a tout. Son espèce d'ultra explosivité au poste fait que il a vraiment toutes les armes pour progresser, avoir une progression fulgurante, contrairement à de Marvin Lille, tu vois, par exemple. Après, j'en ai pas spécialement parlé ici, mais c'est pareil, Devontae Wyatt à Georgia, il jouait D-end sur un front 30. Je trouve qu'il aura aucun souci à faire la transition et passer en tech 3, donc defensive tackle, sur un front 40. Et sa production, pour revenir à ce que tu disais Val, elle est aussi à prendre avec des pincettes, parce que justement, comme je te disais, il est sur une défense de Georgia qui est all-time, donc tout le monde ramassait des stats à droite, à gauche, et surtout un truc auquel on pense pas souvent, mais la défense de Georgia était tellement dominante
que finalement elle n'a pas passé tant de temps que ça sur le terrain, et donc forcément dans la production statistique, ça baisse un petit peu. On en reparlera par exemple quand on fera les épisodes des linebackers, parce que sur ça justement j'avais poussé un coup de gueule en fin de saison au niveau des stats de Nakobe Dean. Mais en fait les mecs passent tellement peu de temps sur le terrain, tellement ils sont dominants que forcément tu as moins de stats que d'autres. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on sera directement day one sur un bon top 15, top 10 defensive tackle en NFL. Ok. On va passer au tiers 2 et je vais te laisser présenter le joueur suivant, Fidarian Mathis. Ouais, aucun souci. Donc début du tiers 2, effectivement, il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait il n'y aura pas énormément de joueurs sur cet épisode parce que c'est dur d'avoir beaucoup de defensive tackle capables directement de rejoindre les tours 1 à 3. Mais on a quand même des bons joueurs et Fidarian Mathis en fait partie, même si c'est un tiers 2. J'ai eu beaucoup de mal à estimer sa position entre le tiers 2 et le tiers 1. À la fin, j'en suis revenu à le mettre tiers 2. Je vais vous expliquer pourquoi au niveau des points faibles dans quelques minutes. Donc Fidarian Mathis, on est sur un joueur déjà de 24 ans. C'est déjà un joueur assez vieux par rapport aux deux auxquels on a parlé juste au-dessus. Il a 24 ans, donc au cours de sa première saison NFL, on sera sur du 24-25 ans. Il est émargé à 6'4", 323 livres, donc c'est un bon bébé. Il a des bonnes mensurations pour le poste. Et Fidarian Mathis, on est quand même sur une production qui est quand même assez jolie, puisqu'il fait quand même 53 plaquages cette saison, 9 sacs. Il est à 1 fumble forcé et 2 passes défendues. Au niveau de ses points forts, on a déjà une très belle palette de moves sur pass rush. Je pense, grâce à l'école d'Alabama, ça reste quelque chose d'assez solide. Les mecs sont bien formés. Il a un bon athlétisme pour son gabarit. Comme je vous le disais, il est quand même déjà bien plus lourd que les deux premiers prospects. Malgré ça, il est capable d'accélération assez folle en milieu de jeu pour casser le bloc et ensuite aller faire son plaquage. J'entends par là que très souvent, vous allez le voir dans un bloc en train de se battre et il gagne un espèce de burst d'accélération qui est vraiment assez ouf et notable. En milieu de jeu, c'est assez impressionnant. Fidarian Mathis, c'est un très bon mix entre puissance, technique et mobilité, ce qui lui permettra sur des stunts ou des fronts hybrides d'être un danger aussi bien à l'intérieur que sur l'extérieur. Souvent, on voit sur des stunts des D-line, des DT décrochés, aller prendre le taf du edge, et le edge, on le voit entrer à l'intérieur. C'est quelque chose où Fidarian Mathis est quand même très bon. À côté de ça, on est sur un punch puissant, des mains rapides. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans la QV, mais voilà, c'est un bon package. Son punch est puissant, ses mains sont rapides et on est quand même sur le haut du panier. Il a une bonne rapidité latérale sur son gamme, ce qui lui permet d'aller niquer des jeux de course extérieure quand même assez souvent. Et enfin, il a des bras tentaculaires. J'ai trouvé il avait des grands segments. Il a des très longs bras, ce qui lui permet d'être un danger constant sur les lignes de passe courtes. Si vous avez des QB en NFL qui aiment faire des passes courtes très tendues, il n'y aura aucun problème pour Fidarian Mathis d'aller lever ses bras et d'aller en fait typer quelques ballons aussi en NFL. Maintenant, dans ses points faibles, j'ai remarqué que déjà son premier pas n'était pas explosif. Il est quand même vachement lent au take-off. Le take-off, c'est le snap, pour ceux qui ne savent pas. Et ça le met directement dans des situations désavantageuses sur certains jeux parce que face à des O-line et notamment des guards en NFL qui sont quand même hyper athlétiques et qui démarrent très très fort et très très vite, je pense que ça va le mettre en galère parce qu'il va se retrouver très rapidement à être dominé en fait. Et c'est assez bizarre de voir la distinction entre son take-off qui est quand même vachement lent et son accélération en milieu de jeu qui peut être complètement ouf. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur son explosivité. Ensuite, comme je le disais, bien qu'il dispose d'une bonne rapidité latérale, il faut faire attention aux longues courses sur l'extérieur. C'est-à-dire que sur tous les jeux de type stretch ou power, il va être capable d'aller cancel le jeu. Par contre, sur des longs jeux et comment on appelle ça, j'ai plus le nom des. En gros, sur tout ce qui va être outside end off, donc jeux qui vont vraiment aller très loin, aller chercher la ligne de touche, là on va voir qu'il est en difficulté. Parce que justement, il a une bonne accélération, mais il n'a pas une vitesse folle non plus. Et ensuite, j'en parlais au niveau de son package technique, au niveau de son utilisation des mains, bien qu'il ait des mains puissantes et rapides, il y a des jeux où en fait il manque de précision sur l'utilisation de ses mains. Comme je vous l'ai dit, il a des bras extrêmement longs. Je pense que c'est à cause de ça. Parfois, il se fail un petit peu, il passe au-dessus de l'épaule ou en dessous de l'aisselle. Et c'est quand même vachement dommage parce que avec des bras aussi longs,
Si le placement des mains était meilleur, il serait injouable parce qu'il mettrait tellement de distance entre lui et les O-line adverses que en block shading, en cassage de bloc, vraiment en situation de run support, il serait vraiment injouable. Et enfin, j'ai noté que c'était pas le defensive tackle le plus endurant de la QV. Quand Fidarian Mathis il sort du terrain en college football, c'est souvent pour un bon moment. Donc est-ce que c'est dû au fait que voilà, Alabama peut se le permettre et a en même temps des mecs qui suivent derrière qui sont aussi très forts et à qui tu dois donner du temps de jeu qui fait que quand il sort pour un bon moment, ou est-ce que c'est vraiment un problème de cardio? Ça malheureusement, j'en ai un peu aucune idée. Je pense, alors moi par rapport à ça, tu vois, je pense que c'est plus pour faire tourner parce que tu as tellement de mecs sur la D-line que l'année dernière, par exemple, tu avais Christian Barmore, tu avais Fidarian Mathis, tu avais J.D. Day, tu avais Byron Young ou quelque chose comme ça, je sais plus son nom, mais il y a tellement de mecs que tu peux te permettre de faire tourner, de garder les mecs justement le plus au frais possible pour qu'ils soient performants tout au long du match. Et comme on a pu voir, peut-être que c'est ça qui a joué en sa faveur cette saison, c'est que le mec, il a produit tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'il a 9 sacs cette saison, mais c'est pas, il en a 3 sur un match, 3 sur un autre et un qui se perd par-ci par-là. C'est tout au long de la saison sur beaucoup de matchs, c'est un sac et demi, c'est 4, 5 plaquages. Donc moi, je pense que ça partirait plus sur le fait que Saban, il fait tourner et il profite d'avoir du talent à ce poste-là, à foison, et Ouais, de ouais, ouais, pouvoir moi je te dis, mettre une pression constante, quoi. c'est ce que je me suis dit aussi. Après, vraiment, moi, ce qui me fait peur, c'est que quand il sort vraiment sur des longues périodes, tu vois. Si c'était vraiment sur un truc de garder les mecs frais, il sortirait 2 jeux, puis il re-rentrerait 3 jeux, puis il Ah, ressortirait 2 jeux. Là, c'est vraiment, il va ouais. faire, allez, une dizaine de jeux. Après cette dizaine de jeux, quand il sort, tu le revois limite pas du drive, tu vois. Et donc, Après, tu sais très bien que Saban, tu sais, il aime bien faire jouer les freshmen et tout. ouais, ouais, je sais, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est quand même à prendre avec des pincettes, tu vois. Hmm. Ok. Bah, si t'as rien d'autre à rajouter sur Fidarian, tu le vois. Moi, j'ai une question. Je sais pas fait gaffe, t'en as parlé, je crois pas, mais plutôt 34 ou plutôt 43 pour Fidarian. Moi, je pense qu'il peut faire les deux, mais Il, après. il- il pourra faire les deux, tu vois. C'est vraiment, il est dans cette école Alabama où tu sais que si tu le piques, tu vas avoir un joueur qui va pouvoir jouer et être performant. Tu regardes un petit peu ce qui est sorti d'Alabama les dernières années. Moi, je vais te parler de ceux que je connais le mieux, hein, ceux de Washington. Tu regardes Daron Payne, le mec c'était un nose. Là, il se retrouve à jouer en Tech 1, parfois Tech 3, il est très bon. Jonathan Allen, chez eux, il était en DN 34. Chez nous, il joue Tech 3 parfaitement. Donc vraiment, ouais, si tu veux le mettre dans les meilleures conditions, je pense qu'en D-end, en 30, il va vraiment être très fort. Maintenant, si demain il doit se retrouver à jouer, je pense, Tech 3, et je pense que ce sera son poste, je pense qu'il pourra aussi produire, voire peut-être même si tu le mets Tech 1 avec le poids où il est comme à 323 livres, je pense que même en Tech 1, sur front 4, il sera aussi bon, tu vois. Ok. Bon, on va passer à ton gars sûr, quelqu'un qui a un peu Ah, mon chouchou. explosé. Ouais, un gars qui a un peu explosé aux yeux du grand public grâce au Senior Bowl. Là, je te donne les pleins pouvoirs. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, je vais me faire plaisir avec ma viande, mon Travis Jones de l'Université du Connecticut, un joueur bien maffé, une belle base bien large. Alors pourquoi mon chouchou Travis Jones, il est dans le tier 2 et pas le tier 1? Je pense qu'en termes de talent, on est sur un joueur qui pourrait tout à fait être pris au premier tour. Malheureusement, il y a la dévaluation du poste de nose tackle qui fait que il chute un peu. Il chute un petit peu, mais je pense qu'au deuxième tour, c'est un joueur qui sera pris. Alors Travis Jones, Université du Connecticut, il est à 22 ans et demi. Je pense que quand la saison commencera, il devrait être à 23 ans. On est pareil sur un joueur, ça va, il est pas trop vieux, mais voilà, il est pas tout jeune non plus à 23 ans. Travis Jones, c'est un joueur à 6'4, 326 livres, mais quel joueur, c'est vraiment comme je vous dis, c'est mon chouchau. En termes de nose tackle, pour moi, c'est le meilleur de la QV. Travis Jones à Yukon, c'est une des rares, comment dire, un des rares bright spots, joueurs à surveiller du côté de Yukon. Yukon fait une saison vraiment
catastrophique. C'est peut-être un des seuls joueurs qui a réussi à sortir du lot. Il est à 48 plaquages solo, il est à 4,5 sacs, malgré le fait qu'il ait joué no tackle en système 30 toute la saison, donc vraiment en face du centre, et qu'il a bouffé des double teams et des triple teams toute la saison. Le mec a réussi à produire. Dans ses points forts, on note déjà un monstre physique. C'est comme je vous dis, c'est un buffle. Il est hyper explosif pour son gabarit. 326 livres, faut les bouger. Il les bouge, mais sans aucun problème. Il a des mains puissantes. C'est sûrement le punch le plus puissant de cette draft. Si vous n'êtes pas convaincu, justement, allez voir les phases de 1 contre 1 au Senior Bowl où il te dégage des mecs, mais c'est impressionnant. En parlant d'impressionnant, son take-off dont on parlait tout à l'heure pour Fidarian Matisse un peu lent, Trevis Jones c'est ultra explosif. Le mec perd pas un seul temps. Le moment où la balle est snappée, il sort à une vitesse complètement folle. Et j'ai noté aussi que quand il est frais, donc quand les drives commencent, quand il n'est pas fatigué, il a un centre de gravité qui est assez bas, ce qui couplé à sa force lui donne un effet de levier qui est juste monstrueux. Il te bouge des mecs. Ce mec-là, c'est simple, que ce soit en NFL ou en college football, il fallait le mettre en double team minimum, sinon tu sais qu'il va complètement détruire ton jeu. Dans ses points faibles, j'ai noté peut-être un football IQ un petit peu bas. Après, c'est toujours compliqué de juger sur le poste de nose tackle parce que c'est des mecs qui, comme je vous l'ai dit, se bouffent des double et des triple teams tout le match. Donc c'est dur de voir où est le ballon. Je vous parle d'expérience, pour le coup, je l'ai fait et c'est compliqué parfois de se repérer dans le jeu. Donc j'ai noté le football IQ et la vision de jeu dans ses points faibles. Maintenant, à voir en NFL ce que ça donnera. Ensuite, comme je vous le disais là, quand il est frais, il a un centre de gravité qui est parfait, mais quand il fatigue, il a tendance à se relever un petit peu. C'est quelque chose qu'on voit aussi chez les bons bébés. Mais du coup, ça lui joue parfois des tours sur certains double teams. Il a du mal parce que justement, il est trop haut. A contrario, bien qu'il soit haut, il a tendance à vouloir enfoncer son vis-à-vis sur ses jeux en bull rush, donc ses jeux en 1 contre 1. Et le problème, c'est que souvent, je l'ai vu baisser la tête. Ce qui forcément, quand on baisse la tête, on n'a plus le jeu en face des yeux. Donc il perd parfois l'équilibre ou alors il perd le ballon de vue. Et malheureusement, son jeu est off à cause de ça. Donc ce sera quelque chose à travailler. Au niveau de sa rapidité latérale, pareil, il faudra voir. Il a tendance à être en galère face à des O-line un petit peu rapides, des bons O-line quand il joue les jeux de zone. Il a du mal à suivre le rythme, il a du mal à garder son gap. Mais pareil, c'est quelque chose, encore une fois, à prendre avec des pincettes, car très souvent, il était en double team. C'est vraiment pas facile de se battre quand tu es en double team sur des jeux de zone. Sa palette de move en pass rush, je l'ai noté assez limitée. Il a tendance à trop se reposer sur sa force et sur son bull rush. Encore une fois, quelque chose à prendre avec des pincettes. Quand tu es en double team, en triple team, c'est compliqué d'aller t'amuser à passer des swims et des rips parce que tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc tu joues sur ta puissance en essayant de garder ton gap, d'attirer un maximum de O-line sur toi pour justement libérer d'autres mecs un peu plus spécialistes. En tout cas, Trevis Jones, je vous le dis, pour moi, c'est vraiment le meilleur nose tackle pur de cette draft. Vous jouez dans un système 30, vous cherchez de la viande à mettre au milieu et un mec qui va vraiment libérer la pression pour tout le reste de vos D-line, un mec qui va vous faire souffler, Trevis Jones, c'est un no-brainer, tu peux le pick directement. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que, tu vois, quand on parle de viande, généralement, en plus chez les nose tackles, c'est des mecs qui mangent plutôt bien la cantine. Et lui, c'est comme tu as dit, c'est un monstre physique. C'est-à-dire que c'est que du muscle quasiment qu'il a, le bouillet. C'est vraiment que du muscle. Et est-ce que tu penses, parce qu'on part plutôt quand même sur un obstacle de run-stop, est-ce que tu penses que avec cette éthique de travail qu'il a sur son corps, sur sa musculature, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir progresser considérablement sur son pass rush? Et est-ce que tu penses que l'adversité à Yukon a peut-être masqué quelques petits problèmes par-ci par-là? Alors, pour la première question, je pense qu'il y a peut-être moins qui progresse. Maintenant, s'il reste aussi dominateur qu'il l'a été en college football, il n'a même pas besoin de progresser en pass rush parce que, comme je t'ai dit, il va être tellement puissant qu'il va accaparer 2 mecs, voire 3 mecs sur son pass rush. Si tu le gardes dans un système 30, déjà en bouffant 2 joueurs, il ne faut pas oublier que tu as 2 autres defensive tackles à sa droite et à sa gauche, plus des outside linebackers qui vont aussi blitzer. Le mec fait déjà son taf en soi. S'il arrive à prendre 3 mecs, alors là, c'est gâteau parce que ça veut dire que tout le reste de tes joueurs sont en 1v1, tu vois. Donc il a même pas spécialement besoin de forcer là-dessus, juste
continuer à s'améliorer, tu vois. Il a déjà des points forts, continue de les améliorer pour être justement injouable face à ça. Pour ce qui est de la deuxième question, est-ce que l'adversité qu'il a eue face à Yukon n'a pas caché des petites choses? C'est pareil, c'est possible. Comme je te dis, quand tu es tout le temps double team, triple team, c'est compliqué aussi de faire voir des qualités incroyables. Maintenant, il suffit de voir ses tapes au Senior Bowl où là, pour le coup, il était peut-être contre l'élite du pays. Le mec, il n'a pas à rougir et il en sort encore plus fort, tu vois. Donc, justement, je pense que pour le coup, c'est Yukon qui a peut-être dévalué Travis Jones plus que l'inverse, tu vois. Le fait qu'il soit à Yukon, qui fait une saison vraiment horrible et catastrophique, fait qu'il n'y a pas eu de la lumière très tôt dans la saison sur Travis Jones, surtout sur un poste qui lui-même est un poste de l'ombre. Ok. Bon, on arrive déjà au tier 3, puisque Fidarian Mathis et Travis Jones étaient les deux seuls en tier 2. On va passer à Perion Winfrey de Oklahoma, 22 ans, donc il a 21, je crois, 21,4, 21,5, donc il aura 22 ans sur son début en NFL. 6'4, 292 livres, 23 plaquages, 5,5 sacs, 1 fumble forcé cette saison. Un joueur lui aussi qui a un peu explosé au Senior Bowl. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'ai peut-être un petit peu tendance à avoir un poil plus haut, donc possiblement sur un tiers 2. Après, je sais pas, j'ai trop rien à dire sur le fait qu'il soit un début de tiers 3. Vas-y, je t'en prie, parle-nous de période Winfrey. Alors déjà, pour commencer, Perion Winfrey, on va résoudre tout de suite cette histoire de tier 3, mais on reviendra aussi en fin de description de joueur. Pourquoi j'ai mis Perion Winfrey tier 3? Parce que le mec a quand même pas mal de points faibles. Pas mal de points faibles qui sont peut-être dus aussi au fait qu'il a été extrêmement mal utilisé à Oklahoma. Comme tu l'as dit, Val, c'est un joueur qui explose complètement depuis son Senior Bowl. Et vu les points forts qu'il a, ça ne m'étonne absolument pas. Donc, dans ses points forts, qu'est-ce que moi j'ai noté? Déjà, j'ai noté un joueur ultra explosif. Pour moi, c'est peut-être l'athlète le plus incroyable dans cette cuvée de defensive tackle. C'est un athlète absolument exceptionnel. Il est ultra explosif, que ce soit sur son premier pas, en cours de jeu, sur ses plaquages. Il est extrêmement violent dans son attitude. Il a un haut du corps. Parfois, on peut entendre ça chez les experts américains dire qu'ils ont un haut du corps violent, les D-line. Il est complètement là-dedans. Il a un haut du corps qui est extrêmement violent, un punch incroyable. Il s'arrête jamais de se battre. C'est un pass rusher ultra dangereux en 1v1. Maintenant, une fois que tout ça c'est dit, malheureusement, on en revient aux tapes. Et sur les tapes, malheureusement, il jouait à Oklahoma et Oklahoma jouait dans un système 30. Et on est très très loin de voir ce qu'on a pu voir au Senior Bowl. Je rentre un petit peu plus dans les détails. Alors, Perion Winfrey, pourquoi il a une production aussi basse à Oklahoma? C'est que déjà, Oklahoma, il jouait pas tant que ça. Il jouait vraiment pas tant que ça. Et les fois où il est sur le terrain, la magnifique idée d'Oklahoma, c'est de l'avoir pris et de l'avoir mis en obstacle dans un système 30. Donc, juste comme ça, pour vous rappeler, tout à l'heure, on parlait de Travis Jones qui bouffait des double teams et des triple teams à tous les jeux. Sur Perion Winfrey, il est tellement léger, il a tellement un gap de defensive tackle que déjà le triple team, tu l'enlèves. C'est du double team la plupart du temps. Et du double team à l'intérieur, donc contre centre guard, quand tu fais 292 livres, je peux t'assurer que c'est pas drôle tous les jours. Donc, déjà, ça, c'est un gros problème qu'il a juste par rapport à la fac où il jouait. Je pense que s'il avait joué haute part, il y a moyen qu'aujourd'hui on parle de Perion Winfrey en tier 1. Maintenant, de ce que moi j'ai vu sur les tapes, problème déjà, plus gros red flag, il joue trop souvent la tête baissée. Il a tellement envie de faire mal à son vis-à-vis qu'il va, il va mettre des coups de plafond absolument impressionnants au mec, donc ça sert à rien. Ça lui fait perdre le ballon des yeux, ça le met dans la merde. Sa vision de jeu, forcément, elle est de zéro. Quand je vous dis qu'il est trop souvent tête baissée, je vous parle peut-être de 90-95% des jeux où je le vois jouer. C'est déjà pas énorme parce que, comme je vous dis, il n'est pas sur le terrain souvent. Il se met lui-même dans la merde en baissant la tête. Ensuite, il perd au moins 1 yard à chaque jeu dès sa mise en place. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas à l'aise en obstacle. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Mais juste quand il se met en place, déjà, il est 1 yard trop loin. Il n'utilise pas assez ses mains. Il rentre très souvent dans le bloc avec les avant-bras, ce qui facilite la tâche du O-line parce que forcément, tu ne crées pas de distance. Encore une fois, c'est un problème parce qu'il est trop agressif. Il veut tellement faire mal qu'il rentre n'importe comment. Il est trop bagarreur.
C'est un truc que moi je déteste. Pour ceux qui le savent pas, j'ai coaché des D-line en jeune, c'est un truc qui m'énerve énormément. Arrête de vouloir te battre, va au ballon. Le O-line qui est en face de toi, on s'en bat les couilles, va faire le jeu. Il est tout le temps en train de se battre, tout le temps en train de foncer tête baissée pour éclater la gueule de son vis-à-vis. Stop, stop. Un moment, arrête tes bêtises, va faire le jeu, va faire le play. C'est quelque chose qui pourra être réglé, je pense, en NFL s'il est avec un coach qui lui rentre un peu dans l'art. Mais là, c'est de la bêtise en fait. C'est vraiment de la bêtise. Sa palette de mouvement, elle est limitée. En saison, sur ce que moi j'ai pu voir de ses tapes, j'ai trouvé sa palette de mouvement vraiment limitée. Comme je vous dis, il essaye surtout de partir pleine balle et d'aller éclater le O-line. Ça semble avoir été un petit peu réglé au Senior Bowl. On a l'impression de l'avoir travaillé. Il avait déjà une palette un peu plus intéressante. Ensuite, à côté de ça, c'est malheureux, mais sur les tapes, j'ai noté qu'il était nul contre la course. Forcément, il est en double team, il n'a pas le gap pour ça, donc forcément qu'il va être nul contre la course. Donc j'ai noté qu'il était incapable de sortir d'un bloc bien engagé, ce qui est vrai. Il est inexistant en termes de run stuff. Alors pour ceux qui ne savent pas, le run stuff, c'est la capacité en fait à garder son effet de levier, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Tendre tes bras pour garder pour garder en fait une fenêtre de tir, c'est-à-dire que si le running back passe à côté de toi, tu es capable de casser le bloc et d'aller plaquer. Ça, il est incapable de le faire. Les seuls jeux où je l'ai vu impactant contre la course, c'est un jeu où en fait le running back est déjà passé, il fait sa poursuite et forcément, comme je vous ai dit, vu que c'est un athlète absolument extraordinaire, il arrive à aller chercher des running backs bien loin et avec une vitesse assez folle. Enfin, dans les dernières choses que j'ai notées dans ses points faibles, comme j'en ai parlé déjà, le schéma dans lequel il joue, trop souvent aligné en obstacle dans un alignement 30. Qu'est-ce que c'était que ça, Oklahoma? J'en sais rien et on en reviendra sur un autre épisode un peu plus tard. En situation de passe, du coup, c'était quand même bien, mais trop compliqué parce qu'il se fait double ou triple team, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, une fois que tout ça, je l'ai donné, après ces études de tape, je peux pas décemment mettre ce mec au-dessus du 3e tour pour autre chose que son athlétisme qui est absolument incroyable. Il y a un potentiel brut qui est extraordinaire, mais il y a trop de points faibles, trop de red flags qui sont criants. Donc, comme je vous ai dit, il a tout cassé apparemment au Senior Bowl où bizarrement il était dans des situations de 1v1 dans la plupart des drills. Et sur ce qu'on a vu sur le terrain, au Senior Bowl, ça jouait en 40 et il était aligné dans ce que moi je pense qu'il devrait être son poste le plus facile. Ça va être defensive tackle dans une 40. Voir si vraiment il s'améliore sur ce petit travail technique. On peut aussi le voir évoluer peut-être en DN dans un schéma 30. C'est possible, je pense que l'athlète est tellement incroyable qu'il pourra faire cette transition. Mais c'est pour ça que moi, Perion Winfrey, je l'ai mis actuellement en tier 3. Je pense que son athlétisme est tellement exceptionnel qu'il va être pris plus haut. C'est le genre de joueur vraiment dont les coachs NFL raffolent. Le mec, c'est vraiment un diamant brut. Juste pour ça, je pense qu'il pourrait être pris au 2e tour, voire peut-être même s'il y a des gens qui craquent, ils vont peut-être le prendre en fin de premier. Mais vraiment, là, c'est un diamant brut qui a tellement été mal utilisé par Oklahoma que je peux pas le mettre au-dessus du tier 3. Je suis désolé pour ceux qui ont eu un coup de cœur sur Perion Winfrey. Ok. Moi, j'ai eu, quand je regardais Oklahoma et quand j'ai regardé Perrin Winfrey, j'avais un petit problème avec ses plaquages. Je trouve que c'est un mec qui manque quand même pas mal de plaquages. Alors, je sais pas si c'est à cause d'un manque de longueur de bras ou est-ce que c'est un manque de technique de plaquage, mais j'ai l'impression que techniquement, enfin, comme tu as dit, de toute façon, globalement, on part plutôt sur un profil de mec avec un énorme potentiel physique, mais qui est hyper raw et qui a très peu d'expérience en plus en college football, parce qu'il me semble qu'il est que 2 saisons, si vraiment je me trompe pas. Euh, donc moi, après, voilà, je suis un peu, vous savez bien que j'aime bien les profils physiques, les mecs très physiques pour la NFL, enfin, j'aime vraiment bien ça. C'est peut-être pour ça que je le vois, enfin, je le verrai peut-être 2e tour, mais en soi, je pense que 3e tour, c'est vraiment son range. On est quand même sur peut-être un profil aussi de boomer bust. Ça peut très très bien passer s'il est bien utilisé par une Winfrey, mais aussi il se peut que le mec, au final, ça ne passe jamais quoi en NFL. Parce qu'on a on a très très peu de tape de lui. Il a joué que 2 saisons. Enfin, c'est un mystère, mais comme tu as dit, c'est un diamant brut et c'est possible qu'il y ait des équipes qui essaient de le prendre en 2e tour. Mais au final, je pense que tu as raison en disant que si ce mec-là, on va chercher 3e tour, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui et pour l'équipe. Alors après, du coup, pour revenir à ce que tu disais au niveau de ses plaquages manqués, malheureusement, ça découle de tous les points faibles que je t'ai dit, où trop souvent il rentre dans les mecs tête baissée et il veut se battre avec le O-line. Donc forcément,
Bah, il voit peut-être le ballon un peu trop tard, donc il rate ses plaquages. Le côté qu'il soit ultra agressif, ultra violent fait que même en open field, je l'ai vu arriver tellement vite. En fait, il veut tellement faire mal que du coup, il rate des plaquages. C'est des choses qu'on va voir avec d'autres joueurs, mais ce mec-là, dès sa première année en NFL, sur certains packages en situation de passe évidente, il va être capable, je pense, d'aller chercher le QB s'il est utilisé dans des bonnes conditions, parce que c'est vraiment le mec est un athlète vraiment trop exceptionnel. Et ça m'étonnerait qu'il se chie au combine. Et au contraire, vu le senior ball qu'il fait, si en plus au combine il casse tout, je te dis, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il soit pique plus haut. Maintenant, voilà, faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de choses à retravailler chez Perion Winfrey. Ouais, on part plus sur un athlète qu'un joueur de football actuellement. C'est ça. Enfin, à ce moment-là. Bon, là, moi, je me frotte les mains. Quand je vais te laisser parler, je vais couper le micro, je vais boire un peu d'H2O parce que je vais avoir besoin de de me remettre des électrolytes dans le corps. On va parler de Jordan Davis. Alors, je pense que tout le monde se disait, mais attends, ils ont pas oublié un joueur là quand même. En plus, il est pas petit puisqu'il fait 6'6", 340 livres. Comment on peut passer à côté? Eh bah, monsieur Ryan, monsieur Français Lessiou, pourquoi tu as mis Jordan Davis au troisième tiers? Alors, Jordan Davis, commençons déjà par le décrire un petit peu. Jordan Davis, joueur de Georgia, un des piliers de cette défense de Georgia au poste de nose tackle. 22 ans, il est jeune, c'est un des defensive tackles les plus jeunes de la QV, donc on en reviendra là-dessus, c'est ce qui, je pense, en intéresse beaucoup. Les deuxièmes choses qui peut intéresser énormément, c'est son gabarit. Le mec est à 6'6", 340 livres, c'est un colosse. Jordan Davis, cette saison, dans la défense de Georgia, c'est 32 plaquages, 2 sacs, une passe défendue. On est loin de stats hyper productives, même pour un nose tackle. Juste à titre de comparaison, on en parlait tout à l'heure, Travis Jones était à 48 et quelques pour 4 sacs et demi, donc le double. Dans ses points forts, qu'est-ce qu'on a? J'ai noté déjà un physique ultra impressionnant et dissuasif. Forcément, le mec, vous l'alignez à côté de vos autres defensive tackles, il leur rend une tête et ses épaules débordent des deux côtés, quoi. Il est ultra dissuasif, il est ultra impressionnant. Je pense que quand tu es running back et que tu te mets en face, que tu le vois se placer en 3 points ou en 4 points, déjà, j'espère pour toi que tu vas avoir une bonne O-line. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté dans son point fort? C'est son plafond. Son plafond est extrêmement élevé. Pareil, c'est peut-être un des plafonds les plus élevés de toute la draft. C'est un mec, si on lui laisse le temps d'apprendre, il y a moins que ça devienne une des têtes de la NFL dans les années à venir. Comme je vous dis, son physique est absolument exceptionnel. Il est jeune, il a déjà de la production dans une défense de Georgia qui est all-time et c'était un des piliers de cette défense. Ensuite, à côté de ça, j'ai noté une force de la nature. Il a de la force à revendre. Ça se voit, c'est criant quand on voit ses tapes. Alors quand je dis tout ça, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi tu mets Jordan Davis tier 3? Pour rappel, tier 3, c'est que je vois le joueur partir en termes de talent entre le 3e et le 4e tour. Pour moi, c'est mon avis, c'est ce qui devrait se passer. Maintenant, on sait que la NFL adore drafter des joueurs en fonction de leur potentiel et c'est ce qui, je pense, fera partir Jordan Davis au-dessus. Mais on est un peu sur le même profil que Perion Winfrey. Pour moi, c'est un joueur de développement. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui m'énerve avec Jordan Davis? Le point faible le plus énervant à mes yeux, c'est sa fainéantise. Il fait trop de jeux off quand il est sur le terrain. Jordan Davis, pour rappel, il joue pas 100% des jeux. Il est peut-être allé sur le terrain 50% du temps avec Georgia. Quand tu n'es pas sur le terrain 100% du temps, tu te dois de faire tous les jeux que tu as à 100%. Tu peux pas te permettre, quand un jeu te saoule ou alors que tu n'as pas envie de le jouer, d'arrêter complètement de jouer. On l'a vu plusieurs fois cette saison avec Jordan Davis, il y a vraiment des jeux, le snap part, il se relève complètement, il se met droit comme un i, il prend un mec dans une main, un mec dans l'autre, et il bouge plus. Il bouge plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on l'a vu contre Alabama notamment. Quand tu tombes contre des mecs qui ont à peu près le même physique que toi et ont allé autant de force que toi, quand t'en prends un dans une main, un dans l'autre, les mecs ils te drive. Et à côté de ça, non seulement ils te drive, mais j'ai vu des actions où Jordan Davis prenait des coups dans la gueule et était complètement passif, c'est-à-dire que les O-line étaient là à lui mettre des droites dans le ventre, des droites dans la tête, et lui il est là comme un colosse, il reste droit, c'est pas grave, je me fais taper, c'est pas grave, pas de poursuite, rien, je fais pas mon jeu. Pour moi ça c'est pas sérieux, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre de faire ça quand tu as une ambition d'aller en NFL et d'être performant là-bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Un athlétisme qui est quand même décevant. Pour moi, il est pas assez athlétique, ou en tout cas, il le montre pas assez.
Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas ou est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas? Contrairement à, par exemple, un Travis Jones, où lui, tu sens qu'il a une grosse éthique de travail, comme on l'a dit, à la salle et sur son assiette. Par contre, Jordan Davis, on sent que c'est un peu plus gras que musculaire, quoi. Ouais, 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 c'est ça, mais c'est en fait le mec est tellement, comme je vous dis, c'est un colosse, donc en fait, oui, il est fort, mais il est pas rapide, il est pas spécialement explosif. On parle de rapidité latérale pour certains joueurs. Moi, je l'ai trouvé trop lent latéralement pour réellement avoir un impact en NFL Day One. Les mecs, tu vas aligner Jordan Davis en phase 2, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont courir à l'extérieur. Et comme je vous dis, avec ce qu'il a montré, son côté un peu fainéant, il va juste pas faire le jeu, il aura la flemme. Et ça, c'est un problème. Donc, j'ai noté pas assez athlétique, ou en tout cas, il le montre pas assez. On sait pas s'il peut le faire ou si. Ouais, c'est ça. On ne sait pas s'il ne peut pas le faire ou s'il n'a pas envie de le faire. Ça, pour moi, pareil, c'est un gros red flag. Ensuite, à côté de ça, bah, j'ai pas noté un jeu technique absolument extraordinaire. Les moves, il les a, mais ils arrivent tard quand ils arrivent. Donc, c'est-à-dire que le mec, quand il a envie de les lancer, bah, il le fait, mais ça arrive trop tard dans le jeu, donc c'est pas impactant. Les mains, elles sont pas spécialement rapides, elles sont même plutôt lentes. Les gestes, ils sont peu fluides, on sent que c'est forcé. Et ensuite, j'ai noté peu ou pas de counter move. On en parlait tout à l'heure. Le counter move, c'est souvent ce qui te permet d'aller faire des jeux en NFL parce que les jeux prennent du temps à se développer en NFL. Les O-line sont bonnes, donc les cordes offensives se permettent de faire des jeux qui mettent un petit peu de temps à se développer. Lui, il en a pas. Il va rester dans son bull rush. Il va être là, pato, pom, pom, pom. C'est quelque chose qui m'énerve. Montre un peu que tu as envie. Ensuite, j'ai noté qu'il était absent lors des gros matchs. Il n'est pas assez impactant. Alors, absent, c'est peut-être un peu dur. On le voit par flash faire des belles actions. Ouais, moi, je trouve qu'il est absent. Pas sur les deux derniers matchs les plus importants, Michigan et Alabama. On le voit pas. Pour moi, il est inexistant. C'est donc, je vous dis, il y a des flashs parmi ces matchs. Vous allez voir des jeux où il est capable d'aller faire un plaquage pour perte ou quoi. Mais pour moi, c'est pas assez. Et le mec, on en parlait à la mi-saison. Les médias en parlaient comme un front-runner au Iceman Trophy. Bah, je suis désolé, LOL. quand t'es front-runner au Iceman Trophy, juste comme ça, à titre de comparaison, un mec qui est dans les conversations du MVP en NFL à ce poste-là, on va parler de Aaron Donald. Bah ouais, Aaron Donald sur les matchs importants, lors des gros matchs, il est ultra impactant et tu sais qu'à tout moment il est capable de faire un jeu. Jordan Davis, c'est pas le cas. Donc c'est quoi son niveau réel? Encore une fois, j'ai eu beau me taper des tapes et des tapes, j'en sais rien. Dernier point faible que j'ai noté, c'est en rapport avec tout ce qu'on a dit avant, c'est que le mec est nonchalant sur un terrain. Il est là, t'as l'impression qu'il est là, mais qu'il a pas envie d'être là. En fait, le mec, c'est ultra bizarre et ça m'énerve énormément. Un autre point faible que j'ai pas spécialement noté dans mes fiches, mais qui me revient, c'est aussi le nombre de plaquages ratés ou alors qu'il ne fait pas. Très souvent, on voit des running backs passer à côté de lui. Il tend un bras, mais comme je vous dis, vu que c'est mou, vu qu'on a l'impression qu'il a pas envie d'être là, c'est trop tard et il rate le plaquage. Et il a tendance après à s'écraser, un peu, désolé du terme, mais comme une merde, parce qu'il balance son bras droit, le running back passe trop vite, du coup il balance son bras gauche, mais c'est trop tard, il se laisse tomber en espérant faire le plaquage avec son poids, mais c'est mort. Donc Jordan Davis, pareil que pour Perion Winfrey, je suis désolé si ça touche la sensibilité de certaines personnes, mais honnêtement, ça serait que moi, sans prendre en compte le potentiel, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me fait bander. Tu vois, Val en parlait tout à l'heure avec Perion Winfrey, il adore les athlètes et tout, il va aller chercher un joueur athlète pour le développer. Jordan Davis, pour moi, n'a même pas ça. Donc moi, je l'aurais mis déjà bien plus bas. C'est au moment de refaire toute ma liste, quand je l'ai vu aligné à côté de certains noms, que je me suis dit, ouais, non, tu abuses pas quand même, on va le remonter un peu. Mais honnêtement, pour moi, c'est un. J'espère qu'il tombera au bon endroit parce qu'on en a parlé toute la saison. On n'espère pas, on lui espère pas une sale carrière à Jordan Davis, mais le problème c'est que s'il tombe dans un environnement un peu laxiste, j'ai bien peur que le mec, il fasse quelques saisons et au revoir. Pour les anciens, ils connaissent un petit peu Albert Ainsworth, pareil, qui était un colosse en defensive tackle. Le mec, il a fait quelques années productives et quand il est tombé dans un environnement un peu laxiste, il s'est laissé. Il a explosé en termes de poids parce qu'il faisait que de bouffer, il faisait plus les efforts, il avait son gros contrat et il a complètement disparu des radars. J'ai bien peur qu'on soit sur ce profil-là avec Jordan Davis. Franchement, je vous dis, moi, ce joueur me fait très très peur, vraiment. Et en plus de ça, je trouve que c'est un peu embêtant d'aller chercher un mec comme ça au premier tour, en sachant qu'il pourra pas te jouer 60-70% des snaps en NFL.
pourra peut-être sûrement jamais tant qu'il n'aura pas une énorme prise de conscience sur son athlétisme, sa partie musculaire, assiette, etc. Donc lâcher un premier tour pour un mec qui présente beaucoup de points de possible bust et qui en plus de ça va peut-être te jouer 50% de tes plays, je trouve que ça fait cher payer. Ça fait Mm. très très cher payé. Maintenant, donc c'est pour ça que s'il est drafté sur un 2, troisième tour, ou vraiment troisième tour comme tu le préconises, et qu'il tombe dans un bon environnement, comme tu l'as expliqué, qu'il y a un bon travail de fond, d'ici quelques années, je pense que par contre, si tout est fait presque parfaitement, on peut avoir un des defensive tackles les plus performants de tous les temps en NFL. Ah mais Mais il y a complètement. quand même beaucoup de points qui font dire quand même que ouais, c'est peut-être plus on va peut-être plus parler d'un buzz que d'un potentiel pro bowler ou quoi avec Jordan Davis. Maintenant, on C'est espère se ça. tromper pour lui, hein, bien sûr, mais on lui souhaite que le meilleur. Mais il y a quand même pas mal de points en questionnement avec lui, quoi. Ouais, ouais, et mais je vais comme je vous dis, vraiment, c'est comme Val vient de le dire, c'est qu'en fait, avec Jordan Davis, la fourchette, elle est tellement large, c'est-à-dire qu'au plus haut, on pourrait parler de limite d'un Hall of Famer, d'un talent générationnel, si vraiment tout clique bien dans sa carrière. Maintenant, en point faible, c'est vraiment le mec, dans 3 ans, il peut avoir disparu et ça peut être une blague récurrente parce que le mec, bah, il aura ruiné sa carrière avec de la fainéantise. En fait, c'est vraiment le range est trop élevé. C'est vraiment l'extrême des deux côtés, genre Jordan Davis. Et il me fait penser un peu au defensive tackle qu'il y a eu dans Last Chance U sur les premières saisons, Ronald Oli, ouais, quelque chose comme ça, Euh, qui était super feignant et tout, qui avait un talent monstre, mais qui était super feignant. Bon, bien sûr, c'est pas le même niveau, mais je crois, d'ailleurs, il était passé dans le hard knock des Riders où il s'était fait virer au bout de 2 jours parce que le mec, c'était une feignasse, quoi. Puis mhm. je crois qu'il a jamais rejoué au foot d'ailleurs depuis. Mais voilà sur quoi on peut partir sur Jordan Davis. On va passer au dernier joueur de ce tier 3 et de cet épisode. Et c'est un de tes poulains, puisqu'il nous vient de LSU, c'est Neil Farrell. Il a 23 ans et demi, donc il aura 24 ans sur sa première saison. C'est un 6'4", 325 livres. Et il a eu 45 plaquages cette saison, 2 sacs et 2 passes défendues, donc plutôt une bonne fiche de stats, surtout au niveau du plaquage. Il me semble qu'il a 6 ans à LSU, Ouais, ou ouais, ouais, 6 ans. voilà, Il a donc 6 ans de production à LSU, parce qu'il me semble qu'il joue un petit peu sous redshirt sur sa première année. hmm. Donc bah vas-y, je t'en prie, décris-nous ton poulain, ce qu'on peut attendre de lui. Alors, Neil Farrell, pareil, ceux qui se renseignent un petit peu, qui regardent un peu des avis d'experts américains, vont se dire que tier 3, c'est peut-être moi qui suis en pleine folie de supporters de le mettre si haut. Moi, je pense pas. Encore une fois, comme vous avez dit avec Val, on est très transparent. Nous, on s'en bat un peu les cojones des Oui, avis d'experts et tout. On se fait nos avis sur les joueurs qu'on regarde. Et pour moi, en termes de talent, Neil Farrell a tout à fait sa place pour être pris au tour 3. Maintenant, comme je vous dis, on est sur un joueur qui est assez vieux. Il est à 23 ans et demi. Quand la saison commencera, il sera à 24 ans. Il a beaucoup d'années de production. C'est pas un mec qui fait rêver de prime abord. Les médias n'ont pas parlé et tout. Et pourtant, pour moi, c'est un joueur terriblement important et terriblement efficace. Donc, dans ses points forts, Neil Farrell, j'ai noté déjà un premier pas hyper explosif. C'est impressionnant quand on regarde parce que quand on le voit arriver avec son corps un peu rond, pas spécialement des gros bras ou quoi, bah, le voir partir aussi vite, aussi fort, c'est le premier truc qui marque en fait. Ensuite, pour son gabarit, qui est quand même pas mal, puisqu'il est à 6'4", 325 livres, il est très agile. Il est très agile, il est capable d'avoir des changements de direction assez, assez bons. Et en fait, il joue pas comme un mec de ce gabarit-là. Quand on le voit jouer, on se dirait que voilà, il lui manque peut-être 40 livres ou quelque chose comme ça. Ensuite, il a un arsenal technique qui est pas hyper développé. Il maîtrise pas énormément de techniques, mais par contre, ce qu'il maîtrise, il sait l'utiliser à son avantage. Il fait pas mal de plays dans le backfield, il est très fort là-dessus. Et malgré le fait qu'il ait des petits segments, il a des petall bras pour son gabarit, ça reste un bon plaqueur. Je l'ai pas vu, on le voit rater parfois quelques plaquages quand il est encore empêtré dans les blocs, mais overall, ça reste un bon plaqueur et surtout en open field. C'est assez rare pour les defensive tackles de son gabarit d'être fort dans l'open field. Lui, c'est quelque chose qu'il sait bien faire.
Ensuite, à côté de ça, il sait garder un centre de gravité assez bas, ce qui le rend assez fort contre les double teams. On parlait plutôt dans la draft de mecs comme Devonte Wyatt ou quoi, qui s'ils n'arrivent pas à trouver la fenêtre immédiatement sur double team, ils ont tendance à être pris. Neil Farrell, c'est un peu l'inverse. Quand on lui laisse en fait une fenêtre de tir ouvert sur les double teams, il n'a pas tendance à s'y glisser immédiatement. Par contre, une fois qu'il est dans le bloc, bah, il réussit à garder en fait un centre de gravité vachement bas, à lutter contre les double teams et en fait à cancel le jeu parce qu'il reste dans son gap avec les deux joueurs. Du coup, les running backs qui sont derrière ont tendance à rebondir un petit peu à droite à gauche et quand tu as un bon linebacker derrière, ça ramasse des plaquages. Dans les points faibles de Neil Farrell, j'ai noté que bien qu'il soit très explosif, il manque parfois de vitesse, surtout sur le pass rush. Donc en fait, il réussit à mettre la pression sur les QB adverses parce que les mecs le voient arriver à fond, mais il réussit rarement à aller chercher le sac. Donc on reste sur du QB hit, des passes deflection parce qu'il arrive sur les QB, mais en fait, il lui manque cette petite vitesse de pointe pour aller lui permettre d'aller chercher ses sacs ou peut-être, on en parlait de sa longueur de bras qui lui permet justement de compenser un peu ce manque de vitesse. Ensuite, j'ai noté que overall, donc en général, il manque de puissance. C'est-à-dire que pour un gabarit comme le sien, comme je vous ai dit, on est sur du 325 livres. On est habitué à voir des mecs de ce gabarit-là être assez puissants et pas forcément rapides. Lui, comme je vous ai dit, c'est l'inverse. Quand on le voit jouer, on a l'impression de voir un joueur vachement plus léger, mais par contre, il manque parfois de puissance. On l'a vu galérer parfois sur des 2v1 quand en face de lui, il a des bons all-line bien secs, bien Alabama, quoi. Donc quelque chose à travailler, je pense, ça devrait se régler assez rapidement à la salle. Tu vois, moi, contre Ole Miss cette saison, alors, il me semble que c'était après Tennessee, donc on avait perdu Ben Brown, parce qu'il était blessé. Donc on avait un nouveau guard. Notre centre est pas extraordinaire, mais ça fait le taf. Mais on va dire que c'était globalement, tu vois, une O-line moyenne, voire bonne. Et je l'avais trouvé vraiment, tu vois, très puissant, très fort et vraiment au-dessus de notre O-line. Alors, est-ce que vraiment c'est parce que notre O-line était un petit peu en dessous et effectivement quand il se retrouve sur des O-line un peu plus NFL, donc type Alabama, etc., est-ce que sa puissance devient relative ou est-ce que vraiment il est capable de le faire mais ça manque un peu de travail et ou un peu de salle comme tu viens de dire? Ah, moi, je pense que ça manque peut-être un petit peu de travail et de salle parce que il a de la force, mais c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est sur le top des O-line de SEC, donc de conférence Southern, Eastern, je ne sais quoi. C'est sur ce genre de gabarit-là qu'il est vraiment en galère. Sinon, sur la grande globalité, non, justement, je dirais que son compromis hyper explosif, agile plus sa puissance, ça lui donne quand même des armes pour lutter très très bien. Maintenant, je pense qu'il y a un petit travail qui peut encore s'effectuer, peut-être sur le haut du corps, plus que sur le bas. Sur le bas, comme je t'ai dit, il est hyper explosif, on le sent partir, donc je pense qu'il doit avoir énormément de force au niveau des cuisses. Peut-être sur le haut du corps, comme je t'ai dit, il a des petits bras, donc il est peut-être en galère pour puncher les mecs ou quoi. Je sais pas. En tout cas, sur vraiment ce qui se fait de mieux en termes de force, sur la O-line, il était vraiment en galère, donc j'ai peur qu'il soit aussi en galère un petit peu en NFL. Hmm. Et ensuite, dans ses points faibles, j'ai noté que voilà, Neil Farrell, en fait, il est bon partout, mais il est excellent nulle part. Il est bon contre la course, il n'est pas excellent. Il est bon contre la passe, il n'est pas excellent. Il est bon pour prendre les blocs, il n'est pas excellent. Donc, on en parle souvent de ces joueurs à la limite de rotation. Je pense que Neil Farrell, ça peut être le cas. Dans le meilleur des mondes, Neil Farrell, je le vois comme une bonne Tech 3, un solide titulaire. Sûrement pas une star. Vraiment, il incarnera ce rôle de l'ombre. On ne le verra pas faire des jeux extraordinaires à tous les matchs, mais par contre, de temps à autre, vous allez le voir faire un flash ou un jeu clutch. C'est vraiment le cas de Neil Farrell. C'est pour ça que je vous dis qu'en termes de talent, pour moi, on est vraiment sur ce range de troisième tour. À partir du troisième tour, je pense vraiment que Neil Farrell devient un pick qui peut être très intéressant. Maintenant, voilà, le fait qu'il y ait de la dévaluation sur les defensive tackles, le fait que les médias parlent pas trop de lui, je pense que ça peut le faire tomber, quatrième tour. Quatrième, ouais. Ouais, je pense qu'au quatrième, c'est vraiment un moment où on va commencer à voir son nom apparaître dans les boards. Mais je pense que si vous le chopez en quatrième tour, vous serez vraiment content. Si vous le chopez même plus tard, je pense qu'on peut même être sur un potentiel style de draft. À côté de ça, j'en ai pas spécialement parlé. Sur le Senior Bowl, je sais plus dans quelle équipe il était, mais il a chopé le titre de meilleur D-line
de son équipe. C'est aussi un truc à remettre en contexte quand on sait qu'au Senior Bowl, vous avez quand même des joueurs, c'est pas n'importe qui, quoi. Moi, c'est le genre de joueur qui m'intéresse pour Green Bay, parce que, comme vous devez le savoir, on a un peu une D-line pas ouf, mis à part Kenny Clark. Et c'est le genre de mec au quatrième tour, tu vois, qui peut m'intéresser, qui peut rentrer sur le terrain directement, qui peut même avoir un rôle de potentiel tellement on est éclaté, de titulaire, pardon, tellement on est éclaté. Donc je pense que, comme tu as dit, c'est quand même quelqu'un qui reste intéressant parce que tu auras au minimum un mec de rotation solide. Donc un mec que tu vas pas avoir envie de te débarrasser. Et au Ouais, sûr. mieux, tu vas avoir un titulaire bon. Ouais, ouais, Ouais. moi franchement, je t'ai dit, c'est vraiment le range que j'ai, c'est un solide titulaire et comme tu l'as dit, dans le pire des cas, tu auras un joueur de rotation. On sait que sur les defensive tackles, il y a souvent des petites blessures. Voilà, Oui. tu vas avoir un DT, il va se blesser pour 1 ou 2 semaines. Bah là, tu as Neil Farrell qui rentre et en fait, tu verras pas spécialement la div parce que sur ces 2 matchs, il va faire un solide boulot. D'ailleurs, tu parles de Green Bay, ça m'intéresse parce que j'en ai pas parlé, mais en fait, le fait que ce soit un joueur vachement agile et qu'il ait un premier pas hyper explosif fait qu'il peut tout à fait passer d'end, je pense, C'est, dans un c'est, système 30. c'est à ça que je pense parce que je l'ai beaucoup aimé en nose. Mais franchement, je pense que defensive end, ça serait vraiment ce qui lui correspondrait le mieux. Et c'est dans cette optique-là que je parlais de Green Bay, c'était bien sûr pour le faire jouer defensive end, puisque normalement notre DT, nos tackles, c'est Kenny Clark. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est un joueur qui pourra intéresser beaucoup de monde. Par contre, voilà, attention, comme on a dit, au range, les defensive tackles, on a vu, bah, par exemple, sur la draft dernière, il y a des mecs qui sont descendus 2, 3, 4 tours des fois en dessous de leur range normalement annoncé. Donc, il se peut que ça descende un petit peu, mais dans tous les cas, s'il est pris au quatrième, cinquième tour, ce sera un très très bon pick pour Ouais, l'équipe qui l'aura. ouais, je pense aussi, ouais. Bon, bah mon Ryan, on a fini pour ce premier épisode de la défense, des Ouais, defensive line. La prochaine fois, tu seras avec Monsieur Kevin du compte des Oregon Ducks France exactement. pour parler defensive end et edge. Et puis, bah, on espère comme d'hab hein, que vous avez kiffé, que vous n'êtes pas trop vénère qu'on ait mis Jordan Davis aussi bas. N'est pas nous frapper. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, venez nous frapper justement. On vous attend, on a les arguments. Puis il va voler votre âme, Ryan, vous n'êtes pas prêt. N'allez pas le frapper. Non, mais voilà, donc on espère que nos arguments vont du moins au moins vous intéresser et vous allez vous y intéresser par vous-même en regardant les tapes. Et puis, bah, comme d'habitude, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à la prochaine. Salut Ryan. Ciao tout le monde, salut Val.